bonjour. Je suis Janine Guillon. Je connais ce lieu depuis 6-7 ans. Joël, mon mari, est venu y faire une formation avec les propriétaires et d'autres personnes. La maison à l'époque était à vendre, mais elle était à vendre. On n'avait pas les moyens, mais ça a été vraiment un coup de cœur pour nous, cette maison. On avait envie de l'acheter, mais ça s'est arrêté là, puisqu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter une maison pareille. Moi, depuis, j'allais dire toujours, mais depuis 20 ans d'une façon très forte, j'ai envie de vivre dans un habitat partagé. Et je ne savais pas comment faire un habitat partagé, je ne savais pas monter un projet, je ne savais pas comment trouver des sous, comment trouver des lieux, etc. Donc ça montait, ça descendait, le moral n'était pas toujours au beau fixe. Et un jour, une amie m'a dit, mais puisque tu sais parler des choses, parle-en. Donc j'ai parlé de mon rêve de créer un habitat partagé. Et j'ai rencontré un jour, Sylvie et Alain sont venus à la maison avec un autre groupe, avec un groupe de consultants. On faisait un travail de réflexion tous ensemble. Et quand on s'est présenté pour dire où on en était de ce qu'on avait fait durant le mois, j'ai parlé de mon rêve. Et on en a discuté toute la soirée, voilà. Et une semaine après, Sylvie me téléphone en me disant « Tu ne devineras jamais, il y a des architectes qui sont venus visiter la maison et ils veulent en faire un lieu d'habitat participatif. » Donc elle nous a mis en contact avec Ingrid et François. Et depuis, ça fait Ingrid il y a un an, ça fait 18 mois, c'était en avril 2017. Donc voilà. Et il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. On a rencontré beaucoup de gens qui étaient intéressés par la permaculture, par l'oasis, par toutes ces choses-là, mais qui ne rentraient pas dans le sens du projet. Parce que pour nous, ce projet, il s'appelle Oasis, parce que l'oasis, avec les colibris et voilà, comment il s'appelle, Pierre Rabhi. J'ai un petit peu des problèmes de mémoire des fois. Mais il s'appelle l'Oasis des Tisserands parce que quelqu'un qui est dans la salle, qui s'appelle Marie-France, nous a, un jour qu'on est passé chez elle en rentrant de La Rochelle, nous a proposé de lire un livre qui s'appelait Les Tisserands d'Abdenour Binard, et ça a été vraiment pour nous la vocation de ce lieu, c'est-à-dire tisser du lien avec soi, avec les autres, avec la nature et avec l'humanité, l'univers, la spiritualité, tout ce qu'on veut mettre, mais tout ce qui se passe un petit peu au-dessus de nous. Donc le projet a pris une autre ampleur, c'est devenu l'Oasis des Tisserands, et c'est ça qui fait le tissage du lien qui fait le sens de ce projet, et on ne peut pas être habitant sans être également tisserand du lien avec la nature, les autres, soi et l'univers. Voilà, pour vous présenter un petit peu l'histoire de ce projet. Et je vais vous passer la parole à Joël. Donc, moi, je suis le mari de Janine, et en mari obéissant, je suis ma femme dans ce projet. Ceci étant dit, le sens du projet m'anime beaucoup, puisque tisser du lien avec le meilleur de soi, tisser du lien avec les autres, tisser du lien avec la nature, avec l'univers et les penseurs et la spiritualité au sens laïque du terme, ça m'intéresse. Que ce soit un lieu qui soit pas replié sur lui-même, que les habitants ne soient pas repliés sur eux-mêmes, mais ouverts à plein de stagiaires, plein de penseurs, plein de formateurs, plein de créateurs, plein d'artistes. Ça m'anime beaucoup. François Jean-Jean, moi je suis architecte et mari d'Ingrid, donc on a rencontré ce lieu il y a 1 an et demi effectivement. Après des parcours de belles expériences en habitat participatif, et dont un projet dans lequel nous étions professionnels et habitants, enfin, animateurs et habitants. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est d'arriver à créer des écosystèmes, de créer des lieux, pas uniquement sur de l'architecture ou sur de l'habitation, c'est vraiment arriver à travailler sur
sur la vie, sur comment la vie peut prendre sa place, la biodiversité, les écosystèmes, et on va trouver effectivement le logement, on va trouver du partage, on va trouver du vivre ensemble. Et voilà, et ma part en tant qu'architecte maître d'œuvre, c'est de mettre humblement mon expérience sur ce genre de lieu et ce genre d'écosystème. Donc je vais quand même vous parler un petit peu de Sylvie et Alain qui ne sont pas là, mais voilà, c'est les pièces maîtresses dans le projet, hein, parce qu'eux, quelque part, acceptent de vendre différemment leurs biens. Et en plus de vendre, ils vont être futurs investisseurs dans le lieu. Ça veut dire qu'ils vont remettre de l'argent dans la SCI qu'on va créer pour porter un logement en locatif. Donc ça, c'est une vente assez particulière et ils sont vraiment co-porteurs de projets avec nous. Je dis bien nous parce que nous sommes professionnels, mais aussi futurs investisseurs dans le projet, parce qu'on croit fondamentalement en ce projet. On ne sera pas habitant, parce qu'on a déjà fait l'expérience d'être à la fois habitant et en même temps professionnel, et on a compris qu'avoir deux casquettes, à la fois c'est très compliqué à gérer, à la fois pour nous personnellement, mais aussi pour le groupe d'habitants qu'on accompagne. Voilà, donc évidemment, vous pourrez poser des questions à la fin de la présentation. Si ça vous va, on va poursuivre la présentation pour que vous ayez toutes les clés de lecture du projet. Et après, on fera un temps de questions-réponses. Ça vous va? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une oasis? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une image qui est produite par Colibri, qui explique en fait les grandes intentions d'une oasis. Donc une oasis, ça peut être un lieu de vie ou un lieu ressource, ou les deux, et c'est l'idée de ce projet ici, qui incarne des valeurs d'écologie, de partage au travers de 5 intentions. Donc l'intention de la gouvernance participative, à l'écoute de chacun, ça veut dire qu'il n'y a pas de leader qui prend le pouvoir. On est sur quelque chose où tout le monde a sa part, une personne égale une voix, on est dans cette démarche-là. Ouverture sur l'extérieur, donc c'est vraiment un point très important, c'est qu'on n'est pas dans l'entre-soi, on est dans des espaces ouverts qui permettent finalement de se connecter à d'autres oasis, mais aussi à son environnement direct. Souveraineté alimentaire tournée vers l'agroécologie. Donc ça veut dire qu'on est sur une logique, et c'est dans notre projet très important, de produire sur place. Alors on n'a pas une grande surface, hein, mais ça va être quand même 3000 m² de permaculture. Et aujourd'hui, on a des expériences qui montrent qu'on peut produire finalement pas mal, ce qui va permettre de nourrir les habitants, mais aussi les futurs stagiaires qui vont venir en formation ici. Non. Ah oui, ça va pas. Mutualisation d'espace et de services entre les habitants. Donc ça, c'est un point important aussi. Je vous l'expliquerai dans ce projet. On a plusieurs espaces partagés. Et puis, éco-construction et sobriété énergétique. Donc pareil, l'architecte vous en parlera tout à l'heure. Bon, ça vous donne une petite idée de ce qui se passe en France en ce moment. C'est assez intéressant finalement de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à monter des projets. Ça se développe partout. C'est assez significatif. C'est pas simplement une idée comme ça. Voilà, il se passe quelque chose en France et partout ailleurs en Europe où finalement les habitants, les gens se rassemblent pour faire des projets innovants, des projets de ce type-là. Voilà, donc en région Aquitaine, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, région Nouvelle-Aquitaine, il y en a beaucoup sur Bordeaux, pas beaucoup encore en Charente. Et donc, on est content de lancer ça. Donc, la raison d'être du projet, Janine vous en a parlé, Joël aussi, ce fameux lien. Lien avec les autres, lien avec le meilleur de soi, et lien à la nature et à l'univers. Donc, notre petite phrase, c'est tisser ensemble des actions inspirantes pour créer de l'harmonie dans le monde. Voilà notre petite phrase inspirante. Donc les tisserands, on vous a parlé d'Adeno Vidar, c'est une référence intéressante. Voilà, même si le projet ne vous intéresse pas, je vous conseille de le lire, c'est vraiment très chouette. Donc l'idée de ce projet, c'est de partager, de créer un lieu finalement qui soit à la fois un habitat partagé, un lieu en permaculture et un lieu d'accueil de formation qui vont être surtout tournées sur le développement personnel, sur l'agroécologie, peut-être sur l'architecture, sur l'éco-construction. Moi, j'aimerais bien faire aussi des formations avec des groupes qui sont cheminement sur un projet d'habitat partagé. Voilà, donc il y a cette envie d'accueillir et d'être ouvert sur toutes ces personnes qui ont envie de travailler dans le même esprit.
Donc l'habitat partagé, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'en fait on a chacun son chez-soi, hein, chacun sa cuisine, chacun a ses chambres, sa salle de bain, on ne partage pas tout. Par contre, on partage des espaces en plus, qui sont une buanderie, ici on a prévu ça, une buanderie commune, un atelier de bricolage, ce qui permet de mettre des outils en commun. On partage aussi par exemple la cuisine d'été, qui est on verra tout à l'heure quand vous visiterez, qui est un lieu magnifique dans lequel on peut prendre des repas ensemble. Et puis on va aussi partager ce fameux jardin, avec l'idée que chacun puisse mettre les mains dans la terre et puisse participer à la production. Et puis à la piscine, bien entendu. Donc la permaculture, alors ça c'est un grand sujet, je ne vais pas vous en parler en détail, mais c'est vraiment une autre manière d'approcher l'agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui on s'aperçoit que sur des petites surfaces, on peut produire vraiment beaucoup, plus qu'on ne pense. Voilà. Et le lieu d'animation, de conférences et de formation, donc c'est cet espace ici que vous voyez, cette salle où vous êtes actuellement, qui va être vraiment dédié à de la formation. Alors Joël, par exemple, qui fait des stages, tu pourras en parler tout à l'heure, sur l'excellence des gens, donc c'est très intéressant. Voilà. L'idée, c'est de travailler avec des formateurs qui vont venir apporter vraiment leur expertise et leur savoir-faire sur le territoire. Et la pièce par laquelle vous êtes rentrés va être un espace de coworking, où il y aura cette place. Donc ça peut être à la fois pour les habitants s'ils le souhaitent, mais aussi pour des gens extérieurs. Donc le lieu, vous êtes tous arrivés jusqu'ici. Voilà, on est très bien connecté à La Rochelle, hein, on est à un quart d'heure de La Rochelle maximum. On a le canal de Roncey à côté, le long duquel on a une piste cyclable. Le canal est juste ici derrière. Et puis, voilà, il y a l'idée, pourquoi pas, de faire des navettes fluviales, on verra plus tard. Mais voilà, on est plutôt bien connecté à La Rochelle. Donc on est sur une parcelle de 7300 m², 7800 avec la partie qui est devant, par laquelle vous êtes rentrés. Donc ça fait une parcelle qui est assez grande quand même pour faire un projet de ce type-là. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui appelle tout seul. Alors, donc ça c'est le lieu avec le soleil, c'est encore plus beau. Voilà, je vais vous parler du programme architectural et après ça je vais passer la parole à François. Oui, Alain. T'as le petit truc là pour faire avancer. Super. Présente-toi. Bonjour à toutes et à tous, avec du soleil. Ça fait 22 ans que j'habite dans cette maison. En fait, j'ai acheté il y a 22 ans avec ma femme, Sylvie. Elle n'était pas vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on a pas mal travaillé dans cette maison, on l'a réhabilitée, on cherchait une grande maison et puis on a été séduit par ses murs, par l'âme aussi. Je ne sais pas si vous sentez des choses dans cette salle, mais c'est une raison pour laquelle on a acheté cette maison. Il y a vraiment une super âme. Et puis voilà, il y a un projet qui s'appelle les Tisserands, dont tu en parles très bien. Voilà. Donc au niveau du programme, on va avoir toute la partie longère qui va être en espace, donc ce qu'on appelle lieu ressources, pour faire de la formation et du coworking. Et des conférences, tout à fait. Et puis, ce qui est en jaune, ce sont les espaces partagés, dont je vous parlais tout à l'heure, la cuisine d'été, la buanderie, il y aura une cave aussi. Ouais, elle existe depuis très longtemps. Elle est magnifique. Et puis l'atelier de bricolage. Et le reste sera du logement. Donc il y a des logements qui existent qui vont être rénovés, et puis des logements à construire qui vont être en éco-construction. Donc le bleu clair, ce sont des logements à construire, et le bleu foncé, ce sont des logements rénovés. Alors celui-là, c'est un atelier d'artistes, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir 1 ou 2 artistes dans le lieu. Voilà, je vais passer la parole à François. Pardon ? Bon,
Bon, là, on a fait une petite représentation axonométrique qui est une synthèse graphique du programme, avec les corps de bâtiments existants que vous voyez ici, qui sont dédiés sur cette partie-là à la formation, à l'Oasis Ressources, la maison qui reste un lieu d'habitation. Sur l'entrée, alors dans la recherche d'autonomie, on est vraiment dans cette question-là de comment on peut arriver à être autonome d'un point de vue alimentaire. Donc on a effectivement le maraîchage en type permaculture qui sera animé par un spécialiste de ce domaine-là. Mais l'idée, c'est aussi d'ajouter à l'avant, là où vous êtes rentré, à droite, il y avait un creux. L'idée, c'est de créer un lieu de production alimentaire en aquaponie. On verra après là, sur l'aquaponie. Donc, et un rapport à la rue, donc créer un bâtiment qui aura une vocation d'ouverture et d'alignement sur la rue. Et oui, et ensuite, donc vous avez donc les logements neufs qui vont s'installer autour d'éléments qu'on a qualifiés cœur d'animation. Le cœur d'animation, c'est autour de la piscine. C'est la formation, la piscine, le lieu. On a un cœur de permaculture qu'on verra après, qui va se retrouver ici, et le cœur du cloître, là où actuellement il y a un potager avec un très beau bâtiment qui va être voilà. Donc ça c'est un croquis qui représente un peu les éléments, le cœur d'animation, le cœur de permaculture, le cœur de cloître, la création de 3 logements qui va refermer le cloître, l'implantation de 2 bâtiments qui reprend, en fait qui s'installe là où il y avait des bâtis, ce qu'Alain et Sylvie m'ont expliqué. Comment ? Ah pardon. Je vais mettre de l'autre côté. Ce que m'a expliqué Alain et Sylvie, qui connaissent parfaitement le lieu, c'est que en fait, ce qu'on voit en face, là où il y a les premières rangées de voitures, il existait donc une étable. Donc voilà, le bâtiment va retrouver sa place, va retrouver une place. Les racines vont ressortir pour donner vie à de l'habitat. Là c'est la représentation d'éléments de référence. Ici sont des dessins de permaculture, pas d'ici, hein, ça c'est des projets qui sortent des murs à pêche à Montreuil, pour ceux qui connaissent. En bas, on a la question de l'aquaponie. Donc le principe de l'aquaponie, c'est l'hydroponie. L'hydroponie, c'est de la culture hors sol. On cultive des pieds de tomates et autres, des salades sans terre. Donc on doit mettre des intrants. Et l'aquaculture est très polluant sur les excréments des poissons. Et il y a une bactérie qui transforme les excréments de poissons en intrants et donc en nutriments des plantes. Et quand on réunit les deux, alors c'est pas nouveau, ça existait apparemment à l'époque des Incas de temps en temps. C'est-à-dire qu'on n'invente rien finalement, on essaie de reprendre le bon sens d'avant. Et donc il y a un système, un circuit qui pompe l'eau des poissons, qui alimente les billes d'argile ou les racines. Ceux-ci sont nourris, nettoient l'eau et reviennent. Voilà, donc ça c'est une production. Et sur le lieu d'aquaponie, on va pouvoir donc produire de l'alimentaire, mais aussi vendre des poissons. Ça peut être des truites, ça peut être des écrevisses, ça peut être des anguilles. On peut même les fumer et donc les valoriser un peu plus. Là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure à l'entrée. Donc on a une représentation du plan masse, donc une vue aérienne de l'ensemble du projet. On coupe au niveau du rez-de-chaussée, donc on voit les logements. Donc ce que vous voyez donc là, c'est les cheminements en enrobé, en dur. Les places de parking, parce qu'on a des obligations par rapport au PLU sur un certain nombre de places de parking. L'idée, c'est d'avoir des places de parking en alvéole plastique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu avec l'air qui pousse. Donc ça permet justement à garder la perméabilité de l'eau, la perméabilité du sol. Donc on a une entrée des places de parking des deux côtés, un lieu ici dédié à l'aquaponie qui pourrait être aussi un lieu de formation, enfin activité à définir. Derrière les serres d'aquaponie, avec en dessous, vu qu'on a un décalé, de faire la production de poissons, qui va être en dessous et va repartir sur le dessus. Dans l'axe ici, donc on a la belle maison qui est là. Les lieux de formation, nous sommes là. Et on a actuellement une maison qui existe, qui va être rénovée. Qui est juste derrière, on verra tout à l'heure. Un garage qui va être remplacé par un logement, un plein pied. On retrouve la fermeture de la cour ici,
ce lieu de centre d'animation, de cœur d'animation, on referme ces éléments-là, donc on crée des rapports de façade et de regard qui vont être travaillés dans l'esprit du lieu. Donc avec un plein pied ici et un duplex à cet endroit-là. Ensuite, on a un cheminement ici qui passe derrière les arbres. Là où vous allez garer les voitures, derrière il y a encore une rangée d'arbres. Et là, on sera sur de la grave, on ne sera pas sur de l'enrobé, on sera sur des matériaux moins impactants qui vont emmener sur le cœur du cloître avec ce bâtiment-là qui existe, qui va être rénové. Cette maison qui vient entre le cloître et le cœur de permaculture et 2 logements ici, dont un duplex. Donc on est dans ces principes d'implantation. On a une recherche aussi importante, on va peut-être montrer la 3D. Bon, voilà, là on a fait, pour l'instant, c'est la 3D volumétrique, alors qui va montrer 2 choses. La première des choses, on va travailler sur des bâtiments, on va aller chercher la performance de bâtiments passifs. Donc, très peu de chauffage. Dans l'autonomie, c'est moins je dépense en énergie, mieux je me porte. Plus je produis sur place en alimentaire, mieux je me porte. Et si, en plus de ça, j'arrive à produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, voilà. Donc vraiment, toujours cette direction d'autonomie. On va donc travailler sur la fermeture, cœur d'animation, cœur de permaculture. Là, ce que nous avons représenté, c'est des toitures végétalisées, en pente. Ce projet-là va être déposé pour une demande de permis de construire. Ça peut être accepté comme refusé, la toiture végétalisée, hein, dans l'esprit des architectes des bâtiments de France. Mais dans la logique, en fait, des toitures végétalisées, c'est que de ce côté-ci, c'est de la tuile, puisqu'on va retravailler sur une cohérence d'esprit de ce lieu-là, donc avec ces matériaux-là. De l'autre côté, on est sur la permaculture. On va travailler sur la toiture végétalisée. Alors, la toiture végétalisée, c'est pas que de l'esthétique, hein, je vous en parlerai après. Et ensuite, au niveau du cloître, on a pareil, toiture végétalisée à cet endroit-là qui va donner une vue intéressante, une belle vue pour ce logement-là. Et cette maison-là qui est au cœur de la permaculture, pareil, toiture végétalisée de pente. Toiture végétalisée, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit garder toutes les eaux pluviales sur le terrain. Donc on va sûrement travailler soit sur un bassin, soit sur des puisards. En tout cas, on ne peut pas rejeter les eaux pluviales en dehors du terrain. La toiture végétalisée a un intérêt, c'est elle absorbe les eaux pluviales, donc il y a moins de rejet. 2, elle empêche la surchauffe des toitures. Et en plus de ça, elle redonne une partie de nature. Une partie, ce qu'on a pris en dessous, elle le redonne au-dessus. Donc on est sur un projet de bâtiment passif. On va aller chercher une construction en bois et on va aller chercher l'isolation ballot de paille. Quand je dis on va aller chercher, c'est qu'on a un budget. Donc on va essayer de se tenir, on va essayer de pousser au plus loin. Donc isolation ballot de paille, structure bois. La démarche aussi est de poser en fait le bâtiment. On n'aura pas de béton, on aura un plancher bois massif, hein, enfin un plancher bois, pas massif, un plancher bois isolé, qui sera posé sur des technopieux, sur des vis, et donc qui sera en lévitation. Donc on va dire en lévitation qui permettra aux insectes de continuer à passer en fait. Et l'idée c'est que le jour où on retire les bâtiments, on retrouve la terre comme elle est. La réalité, c'est qu'il faudra quand même un peu décaisser parce qu'on a des contraintes de hauteur. C'est-à-dire que la hauteur maximum autorisée, c'est 6 mètres. Donc 6 mètres, ça veut dire que l'étage pour les duplex, on est relativement bas. Donc voilà. Donc là, on essaie d'être le moins impactant sur la construction des bâtis, le plus économe, le plus isolé, le plus matériaux biosourcés et à travailler sur la végétation. Voilà. Donc ça, c'est des références donc d'habitat partagé dans lequel nous étions professionnels et habitants à Montreuil. Ça, c'est une opération de 17 logements d'habitat partagé à Palaiseau. Donc plutôt une génération de beaucoup de femmes de 60, 65, 70 ans, donc vraiment créer leur lieu de vie et de partage ensemble. 17 logements en construction de bois. Là, on voit les cheveux du bâtiment. Voilà, donc on est dans cette expression toujours bois. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet moins marrant, mais qui est en même temps très important pour la structuration du projet. C'est le montage juridique et financier. En fait, ce qui nous importe beaucoup, c'est que ce projet il puisse être pérenne dans le temps.
et que le jour où il y a des ventes, etc., que ça puisse vraiment se poursuivre dans le même esprit. Donc ce qui nous paraît important, c'est de partir sur une propriété collective. Ça veut dire qu'en fait, c'est une SCI dans laquelle les habitants ont des parts qui est propriétaire de l'ensemble. Et chacun, évidemment, est libre de vendre ses parts, mais avec l'agrément des autres. Ça, c'est un point qui est important et c'est souvent ce type de statut qui est utilisé dans les projets d'Oasis, parce que le statut de la copropriété classique, finalement, ne permet pas cette pérennité de l'esprit dans le temps. Donc on va avoir deux structures qui vont être mises en place, une pour la partie ressources, donc le fameux la longère, et l'autre partie pour la partie habitat, donc comprenant les espaces partagés. Donc on va avoir deux structures qui vont être quelque part, ça va être les mêmes associés dans l'une comme dans l'autre. C'est-à-dire que pour nous, les habitants qui vont être dans l'habitat vont aussi être partenaires du projet de l'Oasis Ressources. Ce n'est pas deux projets distincts, c'est l'un à côté de l'autre, c'est vraiment un seul et même projet. C'est juste qu'on a besoin de deux structures a priori pour pouvoir financer l'ensemble. Parce qu'en fait, l'Oasis de vie, chacun va aller chercher son financement au prorata de ce qu'il souhaite comme surface, alors que l'Oasis Ressources, on va aller faire un emprunt au nom de la SCI Ressources qui va être remboursé tous les mois par la location de la salle, par la location du coworking, etc. Pardon. Voilà, donc la SCI, Oasis de vie, on va avoir un certain nombre d'associés qui va être lié au logement, avec derrière chacun qui va apporter son financement. Donc le financement va être dépendant de la taille du logement et aussi de si on est dans le neuf ou dans l'existant. Donc les prix varient, comme je vous dis, en gros ça varie de 2 700 € à 3 500 € le mètre carré, suivant qu'on soit dans l'existant ou dans le neuf, suivant que ce soit un gros logement ou pas. On a par exemple 50 mètres carrés dans l'existant, ça fait 150 000 €. Et ça comprend aussi les espaces partagés et aussi les frais de notaire. Sachant que les frais de notaire, ça correspond quand même à 8% de ce que vous achetez dans l'ancien. Voilà, dans le neuf, par exemple 100 mètres carrés, ça fait 350 000 €. Et 120 mètres carrés dans la maison existante, la maison de maître, ça fait 324 000 €. Voilà pour vous donner une idée de ce à combien ça sort. Ça, c'est sans frais de promoteur, il n'y a personne qui prend de marge, on est à prix coûtant. Donc voilà, on paye évidemment les prestataires qui travaillent sur le projet, mais il n'y a pas de promoteur qui prend de marge comme sur certaines opérations. L'Oasis Ressources, donc c'est un autre système, mais finalement c'est la logique, c'est que tous les associés qui sont dans la SCI de l'habitat ont des parts dans la SCI de ressources, comme je disais tout à l'heure, et ensuite, donc chacun prend une part, ce qui constitue un apport. Et ensuite, là, ce qu'on a calculé, c'est que c'était 230 000 € pour le financement de cette longère. L'apport de l'Oasis de vie, là, on est parti sur 3 000 € par personne. On ne sait pas encore si ça va être exactement ça, mais on est parti sur ces simulations-là. Donc pour 16 habitants, ça fait 48 000 € d'apport. Ça veut dire qu'il faut qu'on emprunte 182 000 €, ce qui correspond à 1 300 € par mois à rembourser. Ce qui est complètement raisonnable par rapport à l'attrait et à la location possible de la salle et du coworking. Donc les activités de l'Oasis Ressources, ça va être des formations, donc formation développement personnel, formation excellence. Joël va faire ses formations ici maintenant, et dès maintenant, à partir du mois de mai. Donc des formations en permaculture, en habitat participatif, en communication non violente, en gouvernance partagée. Donc voilà, on est vraiment dans ces sphères-là. L'organisation de conférences et d'événements, donc évidemment en lien avec l'éthique des tisserands. L'agriculture type micro-ferme sur 3000 m². Bon, sachant qu'on n'a pas le droit de vendre. Ça, c'est... voilà, on ne sera pas dans les logiques où on vend, on est plutôt dans les logiques d'échange. Espace de travail partagé, donc avec 7 postes de travail dans la pièce qui est là-bas. Et puis la gestion des hébergements des stagiaires, parce que dans le futur, ce qu'on voudrait, c'est avoir des tiny houses dans le jardin pour pouvoir accueillir des stagiaires. Voilà, et accueil d'activités de différentes associations en lien avec les tisserands. Voilà.
voilà, l'idée c'est d'être aussi dans cette logique d'ouverture avec les assos qui sont dans cette mouvance. Bon, les acteurs du projet, on vous a un petit peu expliqué, mais on va vous parler des modalités d'engagement dans le projet, parce que c'est un point important. Donc aujourd'hui, nous sommes 6 à être, on va dire, dans ce fameux cercle 1, c'est-à-dire le cercle de décision. On a chacun mis 9 000 € dans le pot commun pour pouvoir financer tous les frais qui sont inhérents au lancement du projet. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que, évidemment, ce cercle 1 s'élargisse au fur et à mesure de l'entrée de nouveaux habitants. Donc, pour pouvoir procéder à une cooptation, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, mais cooptation, ce qui est très important, c'est que finalement, on rentre dans ce projet des gens qui ont vraiment envie de ce projet et qui soient dans l'esprit du projet. Donc, il faut prendre un temps forcément pour apprendre à se connaître et vérifier si l'un comme l'autre sont vraiment dans l'esprit du projet. Donc on a mis en place un processus qui dit, bah voilà, au début, on découvre le projet, on est dans ce qu'on appelle le cercle 3, et on pose sa candidature. Alors quand on dit poser sa candidature, ça ne va pas être un dossier, ne vous inquiétez pas, de 15 pages, ça va être juste dire en quelques mots ce qui vous intéresse dans ce projet, ce qui vous sensibilise. Et ensuite, ça veut dire que vous participez à plusieurs ateliers dans lesquels on va apprendre à se connaître. Et ensuite, quand vraiment vous sentez que ce projet il est vraiment fait pour vous, vous posez votre candidature là clairement en disant je veux rentrer dans ce projet. Et là, ça veut dire que vous vous engagez financièrement avec nous, donc à hauteur comme nous de 9 000 € par personne, avec évidemment des versements possibles en différentes phases. Mais c'est important qu'on ait tous mis la même quote-part pour être tous au même niveau d'égalité sur les prises de décision. Voilà, alors je pense qu'il y a encore une petite slide. Donc sur le planning, c'est un point important, pardon. Donc on est sur 2019, on va déposer le permis la fin janvier. En février, on lance les activités de coworking et de formation, donc ça va démarrer dès ce début d'année. En mars, juin, engagement des futurs habitants et investisseurs, donc c'est de mars à juin, c'est là qu'on va faire entrer les nouvelles personnes dans le projet. En juillet, l'idée c'est que le cercle 1 élargi soit vraiment consolidé et qu'on soit au complet en septembre pour pouvoir démarrer le chantier en octobre. Voilà. Alors la livraison, c'est pour les logements neufs en novembre 2020. Les logements existants pourront être livrés plus tôt. Aujourd'hui, c'est difficile de dire quand exactement. En tout cas, on sait que l'ensemble sera livré en novembre 2020. Si on arrive à avoir un groupe constitué d'ici septembre. Parce qu'on ne démarrera pas le chantier et on n'achètera pas la propriété, si le groupe n'est pas suffisamment au complet. Alors au niveau de l'équipe de professionnels, donc il y a moi-même, accompagnatrice et coordinatrice du projet. Donc il y a François qui est l'architecte, maître d'œuvre, donc il va aussi suivre le chantier. On a Isabelle Malaisé qui est avocate, qui est compagnon Oasis également. On a Lisa Fayet qui est avec nous, qui est dans la salle là-bas, qui vous a accueilli, qui s'occupe de la communication. Et puis Catherine Beauvillain qui va nous aider à chercher le financement sur l'Oasis Ressources. Voilà pour l'équipe. Alors je vais peut-être passer la parole à Joël pour que tu parles un peu de ce que tu fais. Et puis après on fera les questions. La construction, au niveau électrique, sur l'ossature bois, qu'est-ce qui est prévu comme type d'installation électrique? Est-ce que ce sera blindé? Alors c'est pas prévu blindé, donc l'installation électrique peut être elle est standard, comme sur une maison non en ossature bois. Elle n'est pas prévue blindée. Elle peut l'être. Après c'est une question de coût. Voilà, parce qu'on sait très bien que sur une ossature bois, une électricité non blindée, ça rend la maison complètement impossible à vivre. En fait. Je dirais pas ça. Avec trop de champs électriques. Alors ça dépend de son niveau de sensibilité. Mais en tout cas, d'expérience, c'est pas impossible à vivre, loin de là, c'est au contraire très agréable. C'est vrai qu'il y a les gaines blindées qui sont tout à fait envisageables. Les gaines en soi sont plus chères, l'installation est un peu plus complexe. Il y a ce sujet-là. Il y a le sujet du chaud-chambre.
pas dans ce que j'ai exprimé, mais la chaux aurait la caractéristique justement d'empêcher les radiations d'électricité. Voilà. Donc c'est une question, effectivement. Nous-mêmes, chez nous, on a installé des gaines blindées dans la chambre des enfants. Donc c'est un sujet réel, peu connu à vrai dire encore, parce que l'électricien qui a installé ce système-là n'avait jamais fait et c'est peu demandé actuellement. Mais effectivement, avec l'augmentation de tout ce qu'on a autour de nous, c'est un sujet. Moi j'ai une question. Oui. À partir du moment où on est habitant dans la structure, qu'est-ce qui est attendu par rapport à la personne qui vit? C'est quoi les conditions en temps donné, l'investissement qu'elle doit offrir à l'espace, à la communauté? C'est quoi Le groupe d'habitants. c'est débranché. Je vais parler fort. Le groupe d'habitants, une fois qu'il sera constitué, va créer ensemble son mode de vie, son mode de fonctionnement et les conditions de partage, de participation, on va les définir ensemble. Il est évident qu'une personne âgée ne va pas passer sa journée à pencher pour faire du jardinage, par exemple, à moins qu'elle ait une capacité physique extraordinaire. Une personne qui ne sait pas bricoler, on ne va pas lui demander d'aller peut-être d'apprendre à bricoler avec quelqu'un qui sait. C'est du partage, de la convivialité, chacun apportant ce qu'il sait faire à la communauté. Il n'y a pas, toi tu fais, t'as tant d'heures par semaine à faire. On essaye de faire en fonction des compétences et des qualités de chacun. Et ça sera discuté. On ne va pas maintenant dire si vous venez habiter, vous serez obligé de faire ça. On va travailler en gouvernance partagée et ça sera là qu'on va décider ensemble. On ne peut pas imposer maintenant des règles. Après, très clairement, il faut avoir l'envie du partage et l'envie de faire les choses. Soyons clairs. C'est l'objet du projet. On a le droit, si on habite ici, de passer une journée chez soi sans mettre le nez dehors, si on n'a pas envie de voir quelqu'un. Voilà. On n'est pas astreint à venir boire son café, à manger un repas par semaine avec les autres. C'est la rigidité qui n'est pas du tout dans l'esprit du... Si moi on me demande de gratter la terre, il ne faut pas compter sur moi. Mais je fais autre chose. Sur la composition des logements, ce projet-là, c'est pas une communauté. Chacun a sa maison, a son espace privé et à sa terrasse privée. C'est-à-dire je peux être à l'extérieur tout en étant dans mon intimité. Parce qu'il y a peut-être des jours où j'ai pas envie de voir les voisins parce qu'ils m'énervent, ils me gonflent. Puis d'autres jours, j'ai envie de les voir, j'ai envie de partager. Donc la conception des logements, à chaque fois, va gérer des espaces extérieurs privés. Hein, où on peut se trouver tranquille parce que j'ai envie d'être chez moi. Oui. Mais sur la mise en place de la permaculture, de tout ça, ça se met en place comment? Parce qu'on peut avoir envie de ça, mais ça demande quand même des compétences, du temps et de l'énergie, quoi. En fait, ça va être très dépendant de qui rentre dans le groupe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça va être quelqu'un d'extérieur ou ça va être le groupe. Ça va vraiment dépendre des compétences qui vont arriver dans le groupe et des envies. Donc on va faire avec ça. Et comme disait Janine, on va décider avec le groupe et voilà, les gens vont décider eux-mêmes s'il faut faire intervenir quelqu'un régulièrement pour former. Ça peut être pour former les habitants et mettre en place le design de permaculture. Ça peut être quelqu'un qui vient vraiment produire sur place et qui a du coup une rémunération, à réfléchir. En tout cas, ça se construit dès lors que le groupe on a vraiment le profil du groupe. Et ce terrain a une chance, c'est qu'il a quoi, un quart de sa surface qui est en terre agricole. Le reste n'est pas en terre agricole. C'est-à-dire que les règles du PLU va empêcher de produire et de vendre sur cette terre qui est là. Par contre, la terre qui est derrière, le verger que vous avez derrière, est une terre agricole. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un agriculteur qui vient créer son établissement là et qui, en extension, pourrait être en capacité, mais ça c'est des sujets à discuter, de gérer justement cette compétence de production en permaculture qui tombe pas du ciel. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se forment sur ça et qui pourraient justement gérer ça. Pourquoi pas gérer aussi l'aquaponie en production. Voilà. Donc, mais la chance du terrain, c'est que là,
une belle parcelle en agricole qui ouvre une porte qui est fermée par ailleurs. Vous avez dit que la structure des maisons a été faite en bois. Est-ce que ça cause pas un haut risque d'incendie? Non. Alors, la construction, non mais c'est une très bonne question, c'est une bonne question parce qu'on va se dire c'est du bois, ça brûle, la paille, ça brûle, la paille. En fait ça brûle pas la paille, c'est très compact. Mais aujourd'hui c'est un projet qui va se faire dans les règles de la construction. C'est un projet qui va être suivi par un bureau de contrôle qui va donner donc les accords, les recommandations, les rapports d'analyse. J'ai une expérience d'une cantine scolaire en isolation ballot de paille que j'ai réalisée à Saint-Chéron dans l'Essonne. Donc pour une commune, et donc aujourd'hui c'est un matériau comme un autre qui répond aux règles de la construction et de la sécurité incendie. Alors on a un sujet spécifique ici, mais il n'y a pas qu'ici, c'est les termites. Donc il faudra aussi travailler sur la protection des termites sur la construction. Ça, c'est vrai partout en Charente-Maritime. Ouais. Est-ce que ces maisons-là s'auto-chauffent? Est-ce qu'il faut mettre un système, autre système de chauffage? Ouais. Alors là l'idée, on travaille avec... donc la question c'était sur est-ce qu'on met très peu consommateurs en chauffage ou est-ce qu'il faut un point de chauffe complémentaire? C'est ça. Donc là on travaille avec un bureau d'études thermiques. Donc on va définir, on va rentrer dans les calculs des bâtiments. Les ouvertures, en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on va aller chercher le maximum d'ouverture au sud. Alors le sud est très bien l'hiver parce que ça chauffe tout seul. L'été, on va mettre une petite casquette. Mais le pire, c'est pas vraiment le sud, c'est l'ouest. C'est-à-dire que l'été, quand le soleil est bas, là ça tape. Donc il faut se protéger plus de l'ouest que du sud. Donc on fait un travail avec un bureau d'études thermiques dans ce mode de construction pour aller chercher. Alors, pour l'instant, on est dans une réflexion d'une double flux. La double flux, c'est grosso modo, c'est une assistance à respiration, pour être simple. Et puis en même temps, on va mettre un petit chauffage pour réchauffer l'air qu'on va utiliser à l'intérieur. Donc la double flux permet presque de réchauffer la maison. En fonction des calculs, on va voir s'il faut un appoint. Est-ce qu'il ne faut pas un appoint en poêle à bois à granules? En poêle à granules, c'est assez intéressant. Par contre, poêle à granules, les sacs, il faut quand même les porter. 15 kg, hein, oui. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une autonomie en chauffage, parce que dans le on n'a pas d'autonomie. Absolument. Ce qu'on cherche justement, c'est d'avoir zéro chauffage ou très peu, bon, qui est vraiment peu de charge en chauffage. Par contre, on a l'eau chaude sanitaire qui est un vrai sujet. Maintenant, nos bâtiments sont tellement isolés que la cantine scolaire la cantine scolaire à Saint-Chéron, 4 saisons, 4 hivers sans chauffage. Bon, on a quand même des enfants qui sont dedans, et les enfants, c'est des petits chauffages. Hein. Voilà. Mais néanmoins, ça marche plutôt bien. La question, c'est comment je produis mon eau chaude sanitaire. Donc là, une réflexion, c'est d'avoir un point central de production d'eau chaude sanitaire pour l'ensemble, dans une démarche la plus économe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas encore défini. Oui, monsieur? Sur les raccordements, vous vous raccordez à l'eau, à l'électricité, raccordement collectif. Oui, oui, vous avez raison, parce que les eaux usées. Oui, alors tout est raccordé à la rue, c'est déjà le cas à la maison. Hein. Donc on va se raccorder à la rue, sauf ce que j'ai dit tout à l'heure, les eaux pluviales. Non, on est raccordé, on n'a pas de... Est-ce qu'il y a un moyen de se dire, ce projet il me plaît, mais c'est pour moi, c'est pour dans 6-7 ans, parce que voilà, géographiquement pas possible. Se dire, je suis capable aujourd'hui d'investir si j'ai un locataire qui habite Ah oui, ici. ça, investir en locataire, c'est possible. Oui, ce qu'on n'a pas dit. Propriétaire non habitant pendant quelques années, le temps d'être en place. Alors dans le projet, on aura 2 logements en locatif PLS. PLS, c'est prêt locatif social. Donc ce sont des loyers plafonnés à 8,34 €. Donc ça va être prévu, il y en aura 2 sur les 10 qui seront comme ça, dans le neuf, hein, forcément dans le neuf. Ça permet d'avoir une TVA 5,5 sur ces lots-là. Par contre, il n'y a pas de déduction d'impôt possible, donc on peut être investisseur sur un de ces lots-là. Après, ça veut dire c'est pour 15 ans. On est engagé pour 15 ans vis-à-vis de l'État, donc c'est pas 7-8 ans. Après, on peut, pourquoi pas, créer un locatif en plus sur les 10, et du coup ça ferait 3 locatifs, et là ça veut dire que ce serait un investissement classique entre guillemets. Et auquel cas, comment on fait pour recruter? Parce que le locataire qui va arriver, Alors, il sera peut-être pas... l'idée, c'est que les locataires ne sont pas seulement recrutés par les propriétaires, mais par
l'ASCI. Voilà, pour qu'on s'assure que, voilà, qu'il y a un agrément au maximum des propriétaires qui vont habiter. Oui, une question? Oui. Par rapport aux dates que vous avez évoquées, les débuts des travaux, vous projetez pour octobre? Oui, octobre de cette année. Mais il faut pour ça que le groupe soit au complet. Et ensuite, vous avez déjà des noms d'entreprises pour... Oui, on est déjà en train de travailler avec les entreprises pour optimiser et voir ce qui est le plus cohérent. François, tu peux en parler 2 secondes? Oui, alors il y a une contrainte de montage globale qui inviterait à avoir plutôt une entreprise générale. Enfin, en fait, il nous faut la garantie constructeur pour que chacun obtienne son emprunt facilement. Ça, c'est un point super important. Donc, il nous faut une entreprise qui prenne en charge l'ensemble et qui apporte sa garantie constructeur. On a lancé déjà, donc on est déjà en relation avec des entreprises dans l'axe de la construction en isolation balle de paille et avec des variantes aussi évidemment. On a un objectif financier à tenir. Mais on a déjà lancé les relations avec les entreprises. Quel type d'assainissement est-ce que c'est chaque maison dans son assainissement Tout est raccordé, tout est Ah oui, c'est avec vous, d'accord. Mais vous avez... Ouais. Non, vous n'avez pas réfléchi à un système de filtration Si, de phytoépuration. Alors il faut beaucoup de terrain, il faut du terrain, et là le terrain on va plutôt le dédier à l'alimentaire mais c'est vrai que si on avait plus de surface de terrain, on pourrait faire des stations d'épuration, phyto-stations par les plantes. Ça fait un beau paysage et puis ouais, ça marche très bien, hein. C'est vraiment un système de collaboration. Oui. Sur le plan, où est le sud? Alors, il est en bas. Il est derrière moi. Le parking est au nord. Le sud est là. Ouais, mais vu que j'ai pas visité avant, là l'idée c'est qu'on a fait un tour sur le terrain. En gros, le parking par lequel vous êtes rentré est au nord et ici on est au sud. Le soleil est là. Ah d'accord, ok. Je vois. Donc la maison maître, elle est plein sud. Elle est plein sud. Voilà. Moi j'aimerais revenir sur j'ai pas bien compris l'histoire de répartition dans l'ISCI, c'est-à-dire un habitant qui va, d'une part, c'est 9 000 € là, c'est donc en plus. C'est c'est inclus. En fait, c'est comme un apport. C'est pour financer les frais inhérents au projet avant d'acheter. Parce que moi, personnellement, j'ai besoin de savoir où je vais assez exactement. Et donc, je voudrais savoir si après, il y aura aussi des investissements à faire, des choses comme ça. Il y aura des appels de fonds. En fait, il y aura un appel de fonds au moment de la signature de l'acte. Oui. Donc, qui va correspondre au prorata de la surface que vous prenez. Et après, il y a des appels de fonds au fur et à mesure du chantier. Au fur et à mesure, d'accord. Voilà, donc ça fait, on ne sort pas tout d'un coup, mais par contre, il faut avoir son accord de prêt si on emprunte avant. Ok. Voilà. Et un habitant, mettons, qui est investisseur dans la SI ressources, est-ce qu'il peut profiter du jardin, par exemple? Enfin, comment vous avez pensé ça? Chacun va accueillir ses trucs Alors ça, c'est comme je disais Janine, on va s'organiser avec les habitants. Donc ça va vraiment être en fonction de l'état d'esprit que tout le monde soit dans l'état d'esprit des tisserands, mais que si tout le monde préfère avoir son petit bout de jardin pour cultiver pour soi, c'est un peu moins d'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux avoir une culture collective avec l'un qui s'occupe plus des tomates, l'autre qui s'occupe plus des... Voilà. Et donc, c'est la même chose, enfin, tout le monde peut y avoir accès. Oui, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Après, on va faire un groupe de travail, certainement. C'est souvent comme ça qu'on travaille. Il y a le groupe de travail qui s'occupe plus de la permaculture. Il y a le groupe de travail qui s'occupe plus de la gestion des espaces partagés. Voilà. Ça, c'est l'organisation interne du groupe qui va s'organiser avec les gens qui sont là. Oui, pareil. Pardon. Est-ce que les charges de partie commune ont déjà été évaluées en gros? Non, mais après c'est aussi dépendant de est-ce que les gens vont faire beaucoup par eux-mêmes ou pas. L'idée c'est de minimiser au maximum les charges, et ça veut dire mettre un peu plus d'huile de coude peut-être. Donc voilà, il va falloir aussi mesurer en fonction des envies de chacun.
Sinon, vous avez parlé des parkings, là, c'est pour les visiteurs ou c'est des parkings pour nous? Alors, c'est les parkings pour les habitants. En fait, le PLU nous impose 2 places et demie par logement. Sachant qu'il y aura des logements sûrement pour une personne seule, et donc il y aura du parking supplémentaire. L'idée, c'est que le parking utilisé en priorité est derrière la grille, et avant la grille. Et le parking qui est dessiné après la grille, il est dessiné et réalisé pour répondre aux contraintes PLU. Mais l'idée, c'est que les voitures ne rentrent pas systématiquement dans la propriété. Oui, je pensais par rapport aux critères de choix des personnes, des habitants, enfin oui. du cercle humain. Est-ce que, à part le fait d'avoir un peu d'envie, etc., est-ce qu'il y a d'autres critères type intergénérationnel? Voilà, on n'en a pas parlé, c'est un point important. Ouais. Bah, après, on ne dira pas non à des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais on va privilégier aussi des familles. On veut vraiment un équilibre. On veut un équilibre entre les deux. Voilà. Intergénérationnel, ça veut dire vraiment toutes les générations, les enfants petits, les ados, les personnes âgées. L'agrément se fait à la majorité? Pardon? L'agrément se fait à la majorité? Non, il y aura une gouvernance qui va être un système de gouvernance qui va être décidé ensemble. La majorité, c'est fait pour bloquer. À l'unanimité, c'est fait pour bloquer. La majorité, c'est pas forcément la meilleure façon. Il y a d'autres façons d'organiser la gouvernance collective qui est plus juste et plus respectueuse des intérêts de chacun. Donc l'agrément des nouvelles personnes, là l'idée c'est qu'avant d'agréer quelqu'un, on se rencontre plusieurs fois avec le cercle 1. On fait connaissance, voilà, pour bien voir à la fois pour que la personne qui s'engage, vraiment elle connaisse les gens qui sont dans le projet aujourd'hui, et inversement. Ouais, on est fait pour vivre ensemble, donc un certain temps. Donc on se choisit réciproquement. Il y a déjà un calendrier de réunion prévu Alors, la prochaine réunion qu'on voulait vous proposer pour ceux qui vraiment ont envie d'aller plus loin, ce serait le 15 février, avec donc, Joël et Janine qui seront présents, parce qu'ils sont là à ce moment-là. Joël et Janine viennent de Paris, pour l'instant ils sont encore en région parisienne. C'est ça, on se rend pas. Le 15 février en fin de journée. Pour milieu d'après-midi, si possible. Il y a une question dans le fond, là-bas. Oui, j'ai pas vu. Pour les animaux. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction d'animaux, à part les serpents et les... Ouais. Ça c'est, je pense que ça va dépendre du groupe, mais l'idée c'est pas d'interdire, voilà, avoir un chien, voilà, c'est la vie quoi. Enfin, on peut pas interdire ce genre de choses. Après il y aura des règles à mettre en place sûrement pour éviter qu'il y ait des dégâts dans la permaculture, etc. Bon, c'est sûr qu'après si chacun a un chien c'est compliqué. Hein. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la visite? Des poules, des oies. Oui? François, tu as parlé tout à l'heure de panneaux photovoltaïques. Tu peux en dire plus, s'il te plaît, sur leur emplacement, etc. C'est une bonne question. Alors non, l'idée serait plutôt de créer des surfaces photovoltaïques sur l'entrée. Alors au niveau du bâti qui est sur la rue, alors mettre sur la serre, c'est un peu contradictoire avec l'objet de la performance de la serre, mais plutôt de travailler sur du photovoltaïque qui serait localisé là-bas. Pas spécialement sur les bâtiments ici. Comment ? Ah oui, ça veut dire place de parking couverte avec une structure. Oui, il y a des arbres là-bas. C'est pas complètement défini. C'est pas complètement défini. Mais c'est plutôt c'est pas sur les bâtiments là. Voilà, c'est plutôt pas sur l'habitat. Voilà, c'est pas sur l'habitat. L'habitat, on va privilégier plutôt les matériaux de tuiles, la végétalisation.